France Maghreb 2. Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien avec pour nous accompagner aujourd'hui en ce vendredi, pour l'instant 1 sur 2 d'arrivée, Mourad Goual, le Marseillais à l'heure, ça a le mérite d'être clair et signalé. Salut Mourad. Bonjour Christophe, bonjour chers auditeurs et petite dédicace à mon fils Mohamed et à ma fille Souleima, je les embrasse très 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 fort. En tout cas, votre papa il est à l'heure, hein, et le Marseillais sur le Parisien, il est à l'heure, ça c'est bien, c'est bon ça. Nous recevrons deux invités pour cette dernière journée de cette campagne des législatives qui approche à grands pas, qui n'a pas l'air, Mourad, visiblement de passionner, autrement dit les Français, cette élection législative. On s'attend à un taux d'abstention record pour dimanche prochain. On verra cela en détail. En tout cas, on recevra une candidate socialiste, oui il en reste, de la 4e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Et puis nous aurons aussi un candidat de la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône, monsieur Boualem Absi, qui sera avec nous tout à l'heure. Qui lui roule pour comment dirais-je, l'Alliance écologiste indépendante, qui est un parti assez connu là-bas à Marseille. C'est le parti de Francis Lalanne, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Voilà, donc lui qui se présente, Francis Lalanne, dans la première circonscription de l'Essonne, face à Valls, à Dieudonné et compagnie. Voilà. Bon, bienvenue à toi Mourad, quel est son programme, mon cher Mourad? Ah ben mon programme ça sera le tien et puis quand Tarek arrivera, je vais parler tout à l'heure dans la vie tranchée. Oui. Ouais, de nos petits enfants gâtés de la Fédération française du tennis qui sont en train de, je crois qu'ils ont touché le fond et puis ils sont en train de gratter pour aller encore un peu plus bas. Mais ce qui me gêne, c'est pas le côté sportif, c'est que c'est avec nos sons qu'ils font ça. Ouais. Bah bien, on en parlera de tout cela avec vous, le zapping bien sûr, et puis pour commencer côté musique, tiens. En live, s'il vous plaît, quand du Shakira reprend une chanson de Oul Kaltoum. Voilà, Shakira à l'instant sur France Maghreb 2 qui reprend du Oul Kaltoum. C'était en live, c'est plutôt pas mal en tout cas sur France Maghreb 2. Deux invités aujourd'hui pour cette dernière à l'occasion des législatives qui auront lieu pour le premier tour dimanche 11 juin. Najia Alzam, qui sera notre invité à 17h30. Elle est concours pour la 4e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la couleur du Parti Socialiste. Et Boualem Absi qui sera à 18h d'Alliance Écologie Indépendant à 18h pour la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône. Voilà pour les quelques invités politiques pour cette dernière journée de campagne, puisque ce soir minuit on arrête de parler de politique et place donc au silence jusque dimanche où le peuple va pouvoir s'exprimer bien sûr. La question du jour elle est toute simple, mon cher Mourad. Est-ce que vous allez aller voter? J'ai fait une procuration à ma fille, donc elle ira voter pour moi. D'accord. Et les consignes ont été formelles. Les consignes ont été formelles. Alors on demande aussi aux auditeurs, pour qui allez-vous voter? Pour l'instant vous êtes pas trop à vouloir nous le dire, hein. Vous dites oui, j'irai voter, oui, non, mais pas trop pour qui. Voilà. Alors moi j'irai voter, enfin ma fille ira voter pour moi, et comme je suis quelqu'un de très loyal, j'irai voter pour quelqu'un qui m'a toujours accompagné dans mon parcours politique, personnel et professionnel, et donc je voterai pour Guy Tessier sur la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône. Aux couleurs de... C'est les Républicains. Les LR, d'accord. Voilà. Bon, très bien. Eh bien, vous nous dites en tout cas et vous nous donnez votre choix sur la page Facebook France Maghreb 2. Vous nous appelez aussi au 01 40 33 9000 par le biais des mails aussi lgf@francemaghreb2.fr. Allez voter, c'est important. Oui ou non, pour qui vous nous dites en tout cas et on fera le point bien entendu dans cette émission. Alors, on va parler de cette mission, Mourad, des Nations Unies au Mali, qui l'a annoncé ce matin. 3 casques bleus ont été tués hier soir dans le nord-est du pays. Attaque à Kidal, qui a également fait 8 blessés. Voilà pour ce qui est de cette nouvelle du côté du Mali, mon cher Mourad. On en reparlera évidemment si tu le souhaites tout à l'heure. Voilà. Je crois que Tarek arrive, non, c'est ça? Je vais y aller. Voilà, Tarek il arrive, hein. Et on va donc vous accueillir en direct au 01 40 33 9000 pour bien sûr nous rejoindre ici si vous souhaitez nous exprimer sur l'actualité par mail lgf@francemaghreb2.fr et puis bien entendu en nous appelant au 01 40 33 9000. On n'oublie pas aussi de répondre à cette question, la question du jour qui est la suivante: pour qui est-ce que vous allez aller voter? Pour qui allez-vous voter? Vous nous dites évidemment sur France Maghreb 2, on fera le point régulièrement dans cette émission sur France Maghreb 2. Mon cher Mourad, je suis de retour. Voilà, très bien. Alors, après avoir parlé des casques bleus, on va parler aussi de cette liste que vous avez peut-être suivie, Mourad, publiée par 3 États du Golfe. 59. Bonjour Tarek Mami. Attendez, laissez-moi finir l'actualité, vous commencez déjà... 59. Oui, attendez, la liste. Il a la liste commencé à parler publiée par depuis en bas de la 3 rue. pays.
5 jours après la mise au banc du Qatar. D'ailleurs, mon micro n'est pas ouvert, donc. Si, il est là, il est ouvert votre micro. Comment ça, il est pas ouvert? J'ai pas la petite lumière rouge. Ah bah, on s'en fiche de la lumière. La lumière, voilà, c'est l'électricité, ça marche plus aujourd'hui. Okay. 59. Oui, 59 personnes et 12. Donc oui, 59 personnes donc qui sont reprochées au Qatar par l'Arabie Saoudite, par l'Égypte et par donc ces quelques pays du Golfe. Ça tombe bien, ce sera mon papier aujourd'hui. Oui, on va en parler donc tout à l'heure, c'est important. Merci d'avoir introduit. Bah attendez, évidemment. C'était important en tout cas d'en parler parce que en tout cas la crise, c'est ce que vous allez certainement nous dire dans votre papier tout à l'heure, Tarek, perdure. Ouais. Quelle en sera l'issue? Est-ce qu'on peut-être on peut imaginer l'issue de cette crise? Mourad, donne-nous un petit peu ton regard sur cette crise là, qui perdure depuis une petite semaine. Ben moi j'espère qu'elle va durer encore plus longtemps et qu'elle va faire imploser ces monarchies dictatoriales du Moyen-Orient qui sont en train de d'abord qui ont pourri l'évolution de la culture musulmane à travers le monde, qui l'ont complètement dévoyé de son sens premier, originel, et puis maintenant qui après avoir fait leur premier dégât au niveau du culte sont en train de commettre un génocide humain avec toutes ces guerres qui durent depuis 40 ans autour de la ceinture persique, financées d'une part par l'Arabie Saoudite et d'autre part par les Émirats, pas seulement le Qatar mais aussi les Émirats Arabes Unis, Bahreïn. Et j'aimerais bien qu'ils aillent jusqu'au bout de leur querelle, qu'ils s'exterminent les uns les autres et qu'on retrouve un peu de sérénité et qu'on ne parle plus de l'islam ou en tout cas du Moyen-Orient qu'à travers ces pays-là. Très bien. Alors, autre info aussi, de nouveau heure hier à El Seima dans la région du Rif au Maroc. Des centaines de personnes ont manifesté une fois de plus pour exiger la libération des militants du mouvement de la société civile Irak emprisonnés ces dernières semaines. Au total, 86 personnes sont poursuivies par la justice. Les manifestants ont affronté les policiers dans l'après-midi. Ça ne semble pas se calmer. Un petit commentaire sur cette situation qui perdure sur cette terre qui, somme toute, est une terre de contestation au Maroc, mais quand même, les manifestations sont nombreuses et les sévèrement réprimées également du côté du pouvoir. Alors il y a deux choses. Déjà, il faut se rappeler que les Rifins sont quand même à l'origine de tout ce qui a été révolution au Maroc. À l'époque des Français, ce sont les Rifins qui ont permis aujourd'hui c'est grâce aux Rifins qu'aujourd'hui Mohamed VI est sur le trône, il faut pas l'oublier. Et ce sont toujours les Rifins qui ont été à la pointe des conflits et des combats sociaux au Maroc et politiques aussi. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'arrive pas à dissocier la vraie et la fausse information, parce qu'on est très très intoxiqué sur tout ce qui paraît aujourd'hui via les médias internet. Et ce qui me gêne, c'est aussi le silence des médias français, voilà, ou en tout cas occidentaux. J'allais y venir. Voilà, parce que n'oublions pas que le printemps arabe a démarré au Maroc. Il a été tué dans l'œuf. Il a été tué dans l'œuf avec cette fameuse attentat sur la place Jemaa el-Fna. Et de cet attentat-là, le printemps arabe du Maroc s'est transféré à la Libye et à la Tunisie. Mais le Maroc a échappé à sa révolution grâce à un attentat. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui, on retrouve le même schéma pour voir... Alors, Tarek Mohamed dit non. Non, mais j'ai dit non, c'est-à-dire que... Il m'avait pas laissé finir, c'est pour ça. Non, mais je me tais, allez-y. Non, allez-y, voilà. Il a fini, là. C'est pour ça, parce que j'ai dit non. Concernant le départ du printemps arabe au Maroc. Alors, le printemps arabe peut être, si vous voulez, daté de plusieurs dates, en fait. L'hiver arabe, plutôt. Oui, glacial. Oui. On peut le dater de plusieurs regards, à partir du moment où on définit ce que c'est qu'un printemps arabe. Le printemps arabe, c'est un mouvement qui voulait que les gens participent à la vie politique, votent et voient leur vote respecté. Si on prend celle-là comme définition du printemps arabe, le printemps arabe a commencé en Syrie en 1983, par les gens de Hama, qui, c'est vrai, avec une ouverture islamique, religieuse, ont essayé de se révolter contre le père du président actuel. Après, on peut partir directement à 1989 pour l'Algérie, des élections démocratiques, qui sont faits comme aujourd'hui en France pour que ce soit le Parti socialiste ou les LR qui gagnent et qui donnent le bouleversement Macron, toute image et toute procédure, toute proportion gardée, et donc c'est le fils qui gagne l'élection et on arrête. 10 ans de répression, et
après, vous avez donc un premier feu qui va s'allumer en Tunisie. Ben Ali est parti en 2011. 3 ans après, il y a un grand mouvement dans le sud tunisien à Redaïef qui revendique la répartition égale des richesses et l'accession au pouvoir par le vote, parce qu'il y en a marre que vous désignez qui vous voulez. Et puis après, la Tunisie de 2011, derrière l'Égypte, derrière la Libye et derrière la Syrie, avec toutes les manipulations qu'on sait. Moi, ce mot printemps arabe ne me passe plus. D'ailleurs, aujourd'hui, y compris dans une partie de la presse française, on commence à mettre entre guillemets le mot printemps arabe alors qu'ils étaient des supporters. Donc c'est pour ça que je m'excuse. Alors sur la situation du RIF, Tarek Mami. Alors c'est là je rejoins complètement, c'est pour ça que j'ai dit non juste sur la phrase, mais pour le reste je partage complètement. Le RIF est une région un peu particulière en Algérie. Voilà, je vous dis pourquoi Algérie. non, c'est au Maroc. On la compare beaucoup et de temps en temps, surtout après l'indépendance de l'Algérie à l'Algérie. Sauf que les Rifains, eux, ont toujours été de tout temps contestataires, y compris et surtout sous la colonisation, avec une tentative de construction de la République, parce que pour le mire de l'époque, il avait cru comprendre que s'il dit le mot République, la France et le monde entier va être de son côté, parce que tout le monde était dans un mouvement déjà de printemps arabe pour faire des républiques. Non, il a été réprimé par la France, il a été réprimé par les autorités, je parle de la République, hein, bien sûr, par les autorités marocaines de l'époque. Ouais. Et donc aujourd'hui, cette région reste une région contestataire, alors des fois à tort, des fois à raison. Et là, je vous rejoins. C'est que le départ du mouvement, c'est à raison, puisque c'est la suite de ce jeune qui a été jeté dans une benne. Alors la police, il dit c'est pas un policier, c'est son camarade avec lequel il se bousculait parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur leur stratégie. Il y a bien quelqu'un qui appuie sur le bouton pour la faire marcher quand même. Non, mais le bouton tournait quand on a jeté, ça y est. Mais si tu veux, peu importe que ce soit le camarade dans la dispute qui l'a poussé et qui est tombé, que ce soit un policier ou que ce soit l'agent municipal, les conséquences, le roi a voulu refaire le coup justement des printemps arabes, envoyer tout de suite des ministres pour présenter les condoléances, pour que ça s'apaise et que ça s'arrête et puis on n'en parle plus. Malheureusement pour le Maroc, pour le roi, ça s'est pas arrêté. Le problème d'aujourd'hui, c'est que vous avez toujours deux versions et moi je suis très sensible à ces questions du Maghreb, d'autant plus que je ne souhaite pas que France Maghreb 2 ou les radios communautaires en général ou la presse, j'allais dire, suscite de la division dans la communauté, mais donne les informations brutes, réelles, vérifiées. On n'en trouve pas. Puisque dans certaines presses de l'opposition ou sur les réseaux sociaux, on trouve des revendications de cette région du Rif, notamment l'annulation d'une loi de 1948, notamment la construction d'une autoroute. Il y a plein de choses. C'est un peu comme les Mozabites en Algérie. Non, c'est un peu différent parce que la contestation est géographique, elle n'est pas religieuse. Il y a 86 personnes interpellées. Tout à fait. Je continue, je termine là, cher Christophe. Et vous avez donc les autorités marocaines qui répondent comme quoi cette loi de 49 a été abrogé depuis 56, que l'autoroute existe bel et bien. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas d'informations qu'on peut qualifier d'objectives pour les uns et pour les autres. Alors pour finir, avant la pub, avant de recevoir notre première invitée, c'est une candidate socialiste, Tarek. Oui, il en reste. Dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis. Pourquoi, Christophe, vous dites la chose et son contraire tout seul. Vous avez dit socialiste, personne n'a réagi. Attendez, c'est pas moi qui suis secrétaire général du Parti Socialiste et qui dit mon parti est presque mort. Donc, oui, mais tout à fait. Mais aujourd'hui, inciter les gens à voter pour ce parti aujourd'hui, le propre responsable dit il est mort. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, on va pour ouvrir l'hostilité. Les sondages donnent France Insoumise et Mélenchon à 11, le Parti Socialiste à 10. 8. Non, mais ça dépend des sondages. C'est le dernier que j'ai eu. Non, mais j'ai eu le dernier tout à l'heure. Bon, mais ça peut être 8. On verra bien, parce que le mode de scrutin va donner, avec 8, plus d'élus au Parti Socialiste que la France Insoumise avec 11. Et d'ailleurs, il va donner plus aux socialistes et peut-être aux Insoumis que le Front National, qui sont plutôt à 15-16. Parce que c'est le mode de scrutin. C'est le mode de scrutin, voilà sur des scrutins. Non, mais c'est ce que je vais expliquer. Allez, dans un instant, on y revient avec notre candidate, donc le zapping, et Tarek Mami, Mourad Ghodj qui sont avec nous jusque 19h. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
Merci d'être avec nous, le grand forum avec Tarek Mami, avec Mourad Goual sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Merci de nous rejoindre jusqu'à 19h. Alors pour en finir tout à l'heure avec le Maroc, où se rendra, et c'est une information qui est confirmée, Tarek Mami, par notamment la presse française maintenant, parce que la presse marocaine l'avait dit, la presse française le dit maintenant, la semaine prochaine, donc Emmanuel Macron, le président français, sera en visite officielle mercredi et jeudi prochain. Il rencontrera le roi Mohamed VI. Il prévoit également un voyage en Algérie dans les prochaines semaines. Alors, Voilà je vous donne le ce qu'on nous scoop, dit. Oui. cher Christophe. Je serai avec le président Macron au Maroc. Ah, très bien. Donc, ça y est, c'est confirmé C'est alors. confirmé. Nous Parce avons que reçu nous ce en matin- parlions hier. Oui, nous avons reçu ce matin donc les demandes d'accréditation de l'Élysée. On y a répondu, donc on va y aller Ah, vous allez faire votre premier voyage avec le président Macron. avec le nouveau président Macron. Voilà, parce qu'il faut savoir, Mourad, que Tarek Mami suit quelques présidents. Il y en a un, alors depuis que je le connais, il y en a qu'un qui n'a pas voulu suivre, c'est Nicolas Sarkozy. Il a fait 0 voyage avec lui, je Ça crois. s'appelle de la partialité, ça. Ouais. Ah, Non. tu sais, moi j'ai adopté. Monsieur le chantre de la démocratie. Oui, des- non, moi j'ai adopté la parole de notre ami Bajrafil. Mais pourquoi pas Sarkozy, justement? Parce pourquoi que j'ai couvert une partie de sa campagne électorale, Ouais. et chaque fois que j'y allais, j'étais mal à l'aise. J'avais, comment on appelle ça, le truc sur la peau, là, Chair de poule. la chair de poule, Ouais. et je me sentais personnellement insulté. Ouais, il était très mal conseillé, Non, effectivement. non, ouais. et je me sentais personnellement insulté. Ce qui fait que, imaginez partir pour rester 2 jours avec lui à l'étranger, l'avion 24/24, c'était insupportable. D'ailleurs, je peux faire une confidence maintenant que il est parti, il fait partie de l'histoire. Le soir de son élection, j'ai dit à mon épouse, qui a été plus que compréhensive, ce soir, je ne peux pas me permettre de dormir dans la même ville que ce type. Ce type nous avait, Monsieur Sarkozy, il nous avait annoncé qu'à son élection, il allait aller dans un monastère pour se recueillir, et le monastère, c'est le Fouquet's. Et on a pris, je sais pas si je me rappelle pas même si c'est la voiture ou le train, mais à 22h, on a quitté Paris, et on est resté 3 jours hors de Paris, et on a fait une super visite, on a été du côté de Mont-Saint-Michel, on s'est promené tranquille, et il a fallu le 14 juillet, et je le dis parce que c'est ma vie personnelle, il a fallu le 14 juillet suivant, donc pratiquement 3 mois, pour que j'admette dans ma tête et que j'accepte Qu'il soit élu. qu'il soit élu. Pourquoi? Quand je vais tous les militaires défiler sur les Champs-Élysées. C'était une évidence, là. Je dis là, il est vraiment président. C'est pas un cauchemar. En tout cas, vous serez avec Emmanuel Macron. Alors comme Ouais. ça, vous allez pouvoir un peu nous dire comment Quelle il est est, l'ambiance quelle est par l'ambiance autour de lui, etc. Par rapport Mais à vous celle savez- de, par rapport à Ah, celle de Hollande, parce que vous avez de fait Hollande. Et surtout parce qu'il y a une rumeur comme quoi Oui. il choisit 3 journalistes, Oui, alors. machin truc. Oui. Bon, manifestement, je vais pas Ben, dire, je vais pas tu être fais- prétentieux tu fais- pour être, tu fais pour partie dire du- partie du- des 3 journalistes, mais je pense qu'on sera une bonne vingtaine. Et j'en Après, ils ont serai. peut-être besoin d'une radio communautaire aussi. C'est Ouais, pas de s'adresser à tous les Français, et on a besoin de passer à Peut-être travers. qu'ils ont dit, le nom, ça s'appelle France Maghreb, donc celui-là, faut être dans ce voyage-là. Peut-être. Allez, on accueille notre première invitée pour ce qui est des législatives. Elle a 35 ans, elle s'appelle Najia Hamzal. Bonsoir Najia. Bonsoir. Vous êtes professeur et vous êtes aussi candidate dans cette 4e circonscription de Seine-Saint-Denis aux couleurs du Parti Socialiste. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu aux auditeurs et surtout vos futurs électeurs de cette 4e circonscription? Ah bah avec plaisir. Donc vous l'avez dit, je suis professeur d'histoire-géographie en collège en Seine-Saint-Denis. Je suis aussi une native et je vis toujours en Seine-Saint-Denis, sur Stein. Que vous dire d'autre? J'étais candidate déjà en 2012 aux législatives. Nous étions arrivés en 2e position à très peu de voix derrière la candidate Marie-Georges Buffet. Oui. Et donc aujourd'hui, on se relance une 2e fois en espérant cette fois-ci l'emporter. Donc Alors, voilà, Oui, Najia, est-ce que on le dit, vous êtes du Parti Socialiste. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un parti qui est en odeur de sainteté dans ce pays après ce qui s'est passé, l'élection présidentielle. Est-ce que c'est pas un peu difficile le lendemain de la grimace, etc. Bah écoutez, nous on a fait campagne pendant 2 mois, on est allé voir les gens, on a fait du porte-à-porte, on a discuté avec beaucoup de monde devant les écoles, sur les marchés, et partout on a eu très bon accueil. À chaque fois, on nous a expliqué sur notre circonscription en tout cas, évidemment, il s'agit pas de faire un dessin de tout ce qui se passe en France, mais sur notre circonscription Stein, Duny, Le Blanc-Ménil, La Courneuve, on a à chaque fois un accueil qui est très chaleureux et des gens qui nous disent de toute façon moi si j'ai pas voté Benoît Hamon c'est parce que j'ai voulu essayer de donner plus de force à un candidat qui peut-être était en meilleure position de l'emporter à ces présidentielles, mais ça veut pas dire pour autant
que je ne voterai pas socialiste aux prochaines élections. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous disent les électeurs sur notre circonscription. Très intéressant. Tarek Pami, Mourad, vous écoutez aussi Nadia ce que nous dit. C'est une très belle découverte. Si les gens, en tout cas, j'aime pas le mot les gens d'ailleurs, et tu sais pourquoi, Christophe. Mais je vais revenir. Si les citoyens, les habitants. Oh non, mais j'aime pas ce mot les gens. Les gens, c'est pas les gens, c'est les citoyens de ce pays. C'est les citoyens. Si les citoyens ont cette prise de conscience, et en tout cas dans l'arrondissement, c'est-à-dire dans la circo de cette 4e circonscription de Seine-Saint-Denis. Vous faites bien de le redire, chère madame. C'est une très bonne chose. Ça veut dire que les gens font aussi de la tactique en politique, de la stratégie, et qu'ils savent reconnaître les hommes et les femmes qui sont proches d'eux. Je ne peux que lui souhaiter une seule chose, très mal, c'est qu'elle soit élue dans sa circonscription pour qu'elle puisse continuer son travail. Nadia, merci beaucoup. Nadia, est-ce que vous avez été une amoniste depuis le début et jusqu'à la fin? Alors moi, au primaire, pour vous donner tout mon parcours, j'ai soutenu Montebourg au premier tour, Hamon au deuxième tour, et j'ai fait la campagne d'Hamon du début à la fin, évidemment. Nadia, c'est Najwa ou Nagia? Nagia. Moi, je vais vous poser une question. C'est Mourad qui parle. C'est Mourad. Un des chroniqueurs du Hedgehog. Moi, j'aimerais vous poser une question purement politique. Comment aujourd'hui vous pouvez défendre une position politicienne, à savoir celle des socialistes, sans avoir à rendre compte sur ce qui n'a pas été fait ou en tout cas les promesses non tenues? Alors, je vais pas faire un laïus parce qu'il y en a eu beaucoup et Hollande a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues dans son programme, et ce qui a été fait dans son programme, malheureusement, c'est pas forcément les choses les plus utiles. Moi, contrairement à beaucoup de Français, la loi du travail, je trouve que c'est une très bonne loi parce qu'elle ouvre des portes, elle ouvre des brèches qui vont nous permettre d'évoluer socialement en France. Et c'est quelqu'un de droite qui vous parle, hein. Voilà. Après, je m'interroge comment on peut. Pas savoir. En tout cas, ici, c'est transparent. Hein. Voilà. Comment aujourd'hui vous pouvez. J'avais deviné. à la voix ou à l'accent? Alors c'est Mourad de Marseille. Non mais c'est Mourad de Marseille. Je veux dire, à un moment donné, moi à Paris. Vous savez, à un moment donné, les partis, lorsqu'ils viennent draguer l'électorat, quel qu'il soit, ils viennent avec des propositions qui intéressent les uns et les autres. Et pour récupérer cet électorat qui avait fui vers Chirac en 2002, à savoir l'électorat franco-maghrébin ou franco-africain ou franco-musulman, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas on sait de qui on parle. Hollande avait promis une chose qui pour moi était une hérésie, mais il avait promis quand même, c'était le droit de vote aux étrangers. Et il a pris tout le monde pour un coin avec ça. Bon, c'est quoi la question alors? C'est celle-là. Oui. Non, mais c'est un intervenant, c'est pas un journaliste. Le bilan de François Hollande, je vais vous dire très clairement, moi j'ai pas été ministre, j'ai pas été au gouvernement, j'ai pas été encore moins président de la République, non vous le sauriez. Donc je peux pas me dire porter complètement le bilan d'Hollande. Si maintenant vous me parlez de certaines propositions comme le droit de vote des étrangers, une circonscription comme la mienne, c'est quelque chose qui a effectivement du sens. Nous, quand on a fait la campagne de François Hollande, on a sincèrement et on a poussé pour dire que c'était une belle proposition, que c'était quelque chose que l'on avait promis. D'ailleurs, le Parti socialiste l'avait promis depuis de très longues années et que ça ne s'était pas fait. Et on avait sincèrement, on croyait sincèrement que ça se ferait. Ça ne s'est pas fait, et je trouve ça très dommage. Je vous le dis très clairement, je le dis à chaque fois que je rencontre des habitants de la circonscription, que ce soit dans le cadre des élections ou dans le cadre de mon mandat d'élu quand on me pose la question. Moi, je trouve ça très dommage, et je trouve même plus que je peux même aller plus loin. Je trouve que pour le coup, sur ce coup-là, le président a manqué de courage. C'est ça le mot. Je termine. Je trouve que le président a manqué de courage, tout simplement parce que il aurait pu très bien lancer, faire la proposition de loi à l'Assemblée et laisser ensuite les députés des différentes circonscriptions, et notamment des différentes circonscriptions des circonscriptions sur nos territoires de la Seine-Saint-Denis, expliquer ensuite à ces électeurs qu'ils votent contre le fait que leurs parents ou qu'eux-mêmes puissent avoir le droit de vote. Il fallait laisser la responsabilité à chacun de ces députés de choisir si oui ou non ils accordaient le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Et il ne l'a pas fait. C'est un vrai regret que j'ai. Nadia, je reviens moi sur la campagne d'aujourd'hui. Dans votre circonscription, il y a combien de candidats et c'est quoi les tendances? Alors, il y a 10 candidats. On n'est pas une circonscription où il y a le plus de candidats. Hein. Il y en a 10 chez nous. On a en gros le sortant était de droite, hein, je crois. Non, pas du tout. La sortante, c'est Marie-Georges Buffet. Pardon. Ah d'accord, mais elle se représente pas, Marie-Georges. Si, elle se représente.
Bah, je Parce qu'on parle d'un grand chelem bleu, quoi. Non, mais, ok, allez-y, madame. Donc, il y a Marie-Georges Buffet qui se représente. Marie-Georges Buffet qui se représente, qui en est, alors je veux pas vous dire de bêtises, mais au moins son 4e mandat. Oui, tout à fait. 5e. Oui. Qui va être à la retraite si elle applique ce qu'elle dit. Non, mais je l'ai vu à l'Assemblée nationale il y a un mois, elle me semblait pas en état d'aller concourir. Mais bon, la politique, c'est la politique. Oui, continuez, chère madame. En tout cas, je peux vous le confirmer, il y a ses affiches un peu partout, donc je vous assure qu'elle est candidate. D'accord. Ensuite, vous avez la candidate des Républicains qui vient de la ville du Blanc-Ménil, elle qui est la femme du maire du Blanc-Ménil. D'accord. Vous avez ensuite la candidate En Marche. Oui. Voilà. Et qui est originaire de la Surco ou elle vient d'ailleurs? Alors, il y a un grand trouble, il y a un grand doute là-dessus. Elle dit qu'elle habite à Stein, qu'elle vit à Stein. Moi, je veux pas. Oui, d'accord. Okay. J'ai grandi à Stein et on a à peu près le même âge. Je l'ai jamais croisée. Maintenant, ça veut pas dire qu'elle y vit pas. Ouais, mais bon, voilà, il y a un doute, quoi. On n'en sait rien. Et c'est quoi votre pronostic? Je ne veux pas. Tendance, est-ce qu'il y a eu des sondages de fait ou pas? Voilà, je veux pas parler de tendance, mais je veux de vos vœux. Mais est-ce que vous sentez une tendance? Ou comment ça se passe quand vous êtes sur le terrain, sur les marchés? Vous savez, là, sur ces élections, franchement, je pense qu'il y a bien malin celui qui est capable de donner un pronostic. Hein. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas s'y hasarder. Avec ces présidentielles, on a bien vu que tout était possible. Je pense que c'est un peu la même chose sur ces législatives. Évidemment que la sortante, vu qu'elle est connue, qu'elle est élue depuis un certain nombre d'années, elle est forcément, je pense, favorite. Maintenant, rien n'est sur la deuxième personne qui sera en face d'elle. Là, pour le coup, je pense que ce sera très serré et que ça se jouera sur un pourcentage très serré entre 1 et 2% sur les trois qui suivront. Et quelle serait sur la zone votre proposition forte, non pas celle du PS, mais la vôtre, de par votre personnalité? Qu'est-ce que vous dites aux gens, au-delà des questions que Mourad posait, le PS nous a trahis ou pas? Qu'est-ce que vous donnez comme accroche pour que les gens se sentent intéressés par votre choix, vous? Et pourquoi il faut voter Nagia? La première chose que je leur dis, c'est qu'il faut vraiment élire quelqu'un qui est sur le terrain, quelqu'un qui est dans la proximité. C'est-à-dire quelqu'un qui vient aussi, qui vient discuter avec les habitants, quelqu'un qui va, par exemple, ce que moi je propose aux habitants, c'est d'organiser des réunions, des rencontres publiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prend pas mal de contacts pour pouvoir le faire, parce que c'est vraiment une promesse que je fais et que si je suis élu, que je tiendrai, c'est de rencontrer régulièrement les habitants pour rendre compte de ce que je fais à l'Assemblée, mais surtout, et c'est ça qui est important, parce que je pense qu'un député, c'est pas seulement quelqu'un qui vote des lois, c'est aussi quelqu'un qui en propose, et ça n'a pas été beaucoup fait jusque-là, et donc de construire avec eux des propositions de loi. Dans cette campagne, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont alerté sur des problématiques auxquelles, par exemple, j'aurais pas forcément pensé, et en construisant avec eux, je pense que c'est avec cette idée d'élu de proximité, quelqu'un qui pourra aller vers eux et les entendre et travailler avec eux des propositions de loi, construire avec eux ce mandat, faire en sorte que ce soit pas un mandat unique de Nagia Hamzal, mais un mandat collectif. Nagia, pour reprendre, je vais reformuler la question de Tarek. Dernière question, parce que je vais reformuler un temps de parole. On est tenu par un temps d'antenne pour tout le monde. Dans le contenu de votre programme, il y a sûrement, je pense, une grosse colonne vertébrale qui est issue des instances du PS, mais votre proposition forte à vous, à titre personnel, laquelle est-ce? Alors moi, pour connaître ce territoire, je peux vous dire qu'il y a 3 choses sur lesquelles il faudra qu'on se batte et qu'on obtienne des résultats. C'est la question du logement, c'est la question de l'emploi, c'est la question des transports. Et les 3 sont liés. Tant qu'on n'aura pas réglé la question des transports, par exemple pour une ville comme Stein qui n'est traversée par aucun grand transport, où tout s'arrête à la porte de la ville, on n'a ni le prolongement du métro, ni le prolongement du tram, ni le prolongement du RER, on ne peut pas envisager un développement économique sain pour une ville comme celle-là. Et même chose pour l'emploi et même chose pour le logement. Je pense que ces 3 thématiques sont liées. Et évidemment, dernière chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question de l'éducation. En tant que professeur en Seine-Saint-Denis, je les vois, les inégalités. Quand on nous dit
que on met beaucoup d'argent en Seine-Saint-Denis. C'est vrai que ça a été fait là. Là pour le coup, on a eu plus de professeurs que de classes sur une ville comme Stein par exemple. Et c'est la première fois en plus de 15 ans que ça arrive. Mais pour autant, en tant que professeur en collège, je pense qu'on n'a pas encore assez travaillé sur le collège. Et je sais qu'un enfant qui est scolarisé à Paris coûte 2 fois plus cher à l'État qu'un enfant scolarisé en Seine-Saint-Denis, malgré tous les dispositifs qui peuvent exister. Cette inégalité-là, il faut la corriger. Najia Hamzal, merci beaucoup et bonne chance pour cette 4e circonscription. Et peut-être pour la semaine prochaine, si vous y êtes. Si on vous y est, on vous avec rappelle. Plaisir. Merci Dans 15 beaucoup. jours. Merci beaucoup Najia, à bientôt. Bonsoir. Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Pardon, le 18, ouais. Ouais, parce qu'il y a pas de, c'est la seule, J'ai un rapport au temps. les élections, il y a une semaine. en fait, de campagne. Alors c'est un peu compliqué, Christophe. Il y a que la présidentielle, c'est ça? Oui, on y vient. Ouais. Pour la présidentielle, il y a 15 jours. Ouais. Pour les législatives françaises, il y a une semaine. Et pour les Et étrangers, pour les Français établis à l'étranger, il y a 15 jours. Et d'ailleurs, très bonne nouvelle, Habib Meilleur est en ballottage très défavorable. Oui, et donc on ne parlera pas de cette circonscription aujourd'hui, mais peut-être la semaine prochaine pour un peu plus de détails. Ouais. Mais Attendez, on pour appelle les Français quelqu'un, alors. établis à l'étranger, c'est plutôt donc 15 jours. Voilà, c'est ça. Allô? Oui, bonjour madame. Oui? Bonjour madame, vous êtes en direct sur France Maghreb 2, vous avez été tiré au sort pour que vous puissiez passer une petite dédicace. D'accord. Eh ben on vous écoute pour votre dédicace madame. Allez, écoute la radio. Hein. Allez-y madame, on vous écoute. Hein. Alors, je passe une dédicace à tous les Parisiens et à tous les Marseillais. Oui. Vous baissez le son de la radio pour pouvoir vous écouter au téléphone. Oui, c'est mieux. Allez-y madame, on vous écoute. Alors, je recommence, c'est tout. Oui, Voilà. allez-y. Alors- Bonjour madame d'abord. Alors, oui, bonjour. Et bonjour à France Maghreb. Et bon Ramadan. Et vous êtes des politiciens qui sont bons, comme on dit. Alors, je passe une dédicace à tous les Parisiens et aux nouveaux Parisiens et à tous les Marseillais. Qui se reconnaîtra? Merci maman. Mais c'est la maman de Mourad, voilà. En direct, Haja Muma. Ben voilà, tu voulais ta dédicace, on te l'a faite en direct et j'espère que c'est un beau cadeau. Allez, j'aime bien Nassel Rewen. Ah non, il n'y a pas de musique ici, c'est pas... Non, Après, on demandera, on la programmera plus tard avec Medjahed. C'est vrai, vous avez très bon Allez, goût, hein, d'accord. cela dit, madame. Vous avez très bon goût, c'est très très bon. Bisous et Mr. ça Ewan. rafte Et comme dit Medjahed, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour le repas? Puisque Mourad ne sera pas là, il mangera à Paris, Ah lui. ben, il n'est pas là, c'est qu'il fait, j'ai rien fait. Alors on a droit de la chorba. Alors ma mère a une spécialité. J'ai fait, il va saliver là. Ma mère a une spécialité et j'invite tous les auditeurs à essayer. Ce sont Ouais. les frites à la bolognaise. Les frites à la bolognaise. Eh ben essayez ça. Et comment vous faites ça, chère Eh madame? ben des frites faites maison avec une sauce bolognaise et vous mangez avec les doigts et c'est juste délicieux. Ah ouais. Bah, va falloir que je vienne à Marseille, hein. Des petites frites, hein, pas des grosses frites. des vraies frites, hein, va pas les falloir sauces. qu'on vienne chez vous. On vient à Marseille, chère alors. madame. Voilà. Eh ben écoutez, avec grand plaisir, on vous Allez, salue. je vous dis Ça à rafte tous, madame. Bisous maman, ça rafte le. Merci beaucoup. Allez, au revoir. En tout cas, vous avez de la chance par rapport aux nouveaux Parisiens, c'est que vous mangez au moins une demi-heure plus tôt. À Marseille. Et nos amis du Havre, on l'a rajouté 3 minutes cet après-midi. Donc plus ça remonte pour Marseille, plus ça c'est dur diminue. pour le Havre, hein. À Marseille, plus ça remonte, plus ça se prolonge. au Ouais, Havre. c'est dur. Allez, dans un instant, deuxième invité concernant les législatives, c'est Boualem Aksi. Donc, Le du temps coup... qu'il arrive, je souhaite dire un mot Non, mais il y sur en a notre plus, de toute candidat. façon. Oui. Voilà. Oui. C'est juste son nom et sa circonscription. C'est le docteur Abdelrahman Aghazouzi, qui lui se présente à la 2e circonscription de Maine-et-Loire. Donc s'il y a des auditeurs qui écoutent la radio, ils n'ont qu'à aller faire leur devoir civique, patriotique. C'est bien, il y a beaucoup de candidats issus de la diversité quand même. Non, mais c'est pour ça qu'on les cherche, cher Christophe, qu'on a essayé de faire un panel. D'ailleurs, Moi, je trouve qu'il y en a un peu moins que la précédente législative, non? Vous trouvez pas? non, il y a beaucoup plus. Ah, il y a plus, bon. Il y a beaucoup plus, alors sauf qu'ils sont souvent soit volontaires pour y aller parce que beaucoup ont fait le boulot pour En Marche et En Marche ne les a pas retenus. Il a préféré
préparer d'autres, je dirais pas par article, D'autres mais profils, quoi, ouais. oui, d'autres profils. Et puis, on est dans une phase de construction de la citoyenneté où on est passé, et moi c'était mon espoir depuis des ans, de la phase de l'électeur franco-maghrébin, franco-musulman électeur à la phase de ce même citoyen candidat. Et c'est une bonne chose. C'est pour ça donc qu'on a donné depuis une semaine tous les jours un ou deux candidats issus de la diversité. Pour nous, la diversité, ce sont toutes les diversités. Ce n'est pas les Arabes tout simplement ou les Maghrébins tout simplement. C'est tous ceux qui ne sont donc issus de la diversité française. Et en cela, d'ailleurs, on répond à une des conditions et charges du CSA que beaucoup de radios nationales ou grandes ne font pas. On est passé du statut de citoyen entièrement à part à celui de citoyen à part entière. Non, mais je préfère la phase où on est passé de citoyen électeur à citoyen candidat. On s'éveille. En attendant à passer à la phase citoyen élu. Élu, tout à fait. Ouais. Tiens, dites donc, Tarek, en un mot, là, une petite réaction. Je sais que vous suivez un peu tout ça. Est-ce que vous la trouvez un peu disproportionnée, la sanction du CSA concernant Hanouna et ST8? Moi, si on la rappelle, hein, c'est interdiction de diffuser de la pub pendant 3 semaines. Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Je sais que le CSA a tapé fort au portefeuille de Skyrock. Ouais. Il y a quelques années, on a oublié. Et donc le CSA ne pouvons pas retirer une fréquence, pouvant juste à peine la diminuer de quelques mois, ayant retiré une fréquence pour une radio associative parisienne que je ne citerai pas, ayant perdu la bataille au Conseil d'État qui a obligé le CSA à redonner à première occasion une fréquence à cette radio. D'ailleurs le CSA, quand il a eu entre les mains une fréquence pleine, il a fait le choix de redonner le nombre d'heures que cette radio avait pour ne pas lui donner une heure pleine. Et donc la seule sanction qu'il trouve efficace, c'est celle de taper au portefeuille 3 semaines sans publicité pendant, je sais pas combien elle dure, moi, cette émission, 2 heures. À peu près 2 heures. Plus 2 heures. Ça, il y a les rediffusions. Non, mais 2 heures. C'est pas ça le pire, hein. Non, mais 2 heures, il lui rajoute une demi-heure avant, une demi-heure après. C'est ça, voilà. Ça fait 3 heures, et 3 heures sans fric pour les télés, comme pour les radios. À une heure de grande écoute, oui, hein. Après, ils ont fait les choix, hein. Après, j'ai le sentiment donc pour moi, alors on a un super mot qu'on aime, que le CSA utilise contre nous et qu'on s'utilise entre nous pour se moquer les uns des autres. Je dirais que c'est une sanction équitable. Mais ce qui me surprend, c'est que j'ai le sentiment que le CSA découvre que l'eau ça mouille, parce que sanctionner Hanouna parce qu'il a été c'est pas sur la dernière opération. Non, cette sanction remonte à des événements d'octobre et de novembre 2016, c'est-à-dire que l'actuel. Ah non, il reste encore 2 trucs. Oui, encore, il reste encore principalement. Ouais, c'est pas fini. Non, mais je veux dire, il reste surtout celle des 20 000 saisies. Ouais. À partir du moment où ils savent ce que produit comme je vais dire un gros mot, hein. Je peux. En fait, il fait de la radio parlée qu'on faisait après 22h à la télé le soir. Voilà. C'est pourri, voilà. Donc à partir du moment où on connaît c'est pourri, mais c'est regardé par 1 600 000 téléspectateurs chaque soir. Ouais, voilà. de gens qui ont du courant d'air. Qui ne regardent pas Arte. Non, mais Arthur, c'est même pas le score. Il faut diviser par 2 le score pour l'audience de RT. Voilà. En tout cas, pour moi, la sanction. Vous êtes patron de chaîne, c'est quoi? C'est l'audience qui compte. Voilà. Et parce que la publicité et l'argent, il y a une étude qui a été faite il y a 3 ans sur les consommateurs télévisuels. On parle de consommateurs, hein. Et cette étude disait que donc ils ont questionné un panel de gens et ils leur ont demandé quels sont vos choix télévisuels, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Et donc les premiers choix qui arrivaient en tête des sondages étaient documentaire animalier, artistique, culturel, tout ça. Ouais. Et on se rendait compte que entre ce que les gens souhaitaient voir et ce que les gens regardaient, on avait une courbe inverse. Bah évidemment. Et on se c'est comme le Front National jusqu'à 5 ans pour le vote. Voilà. Beaucoup de gens votaient Front National et disaient le contraire jusqu'à ce que nous on n'est pas interdit de pub ici à la radio, donc on va se la mettre tout de suite la pub et on est de retour très vite avec un nouveau candidat. Et nous on n'est pas sanctionnés, donc on peut la diffuser. Sur France Maghreb 2. Oui, on va pas on est non plus. Tout de suite. Le grand forum, c'est quand même mieux le micro ouvert sur France Maghreb 2 avec jusqu'à 19h Tarek Mami et Morad Goual qui sont avec nous pour vous accompagner bien sûr. Deuxième candidat, deuxième et dernier pour ce qui nous concerne en tout cas pour ce premier tour. Pour le premier tour. Voilà, absolument, en espérant qu'il y en ait qui se qualifient pour le second tour bien sûr. Ne vous inquiétez pas cher Christophe, on en trouvera. Et issu de la diversité. Très bien. En tout cas, nous sommes dans la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône et nous accueillons donc monsieur Boualem Axi. Bonsoir monsieur Boualem Axi. Oui, bonsoir à toute l'équipe de France Maghreb 2.
Tarek Mami et tous les auditeurs de la radio. Merci Boalem. Alors vous pouvez vous présenter peut-être à... Alors il y a quelqu'un qui veut vous saluer, cher. Il m'a pas salué, moi. C'est Mourad Goual, oui. Bonsoir, Boalem. Avec Monsieur Mourad Goual, avec nous dans le studio. Un grand bonjour à Mourad Goual et à Christophe aussi, donc que j'apprécie beaucoup et qui est formidable. Bon, merci Boalem. Alors Boalem, vous vous présentez pour le compte du parti des écologistes indépendants. Pour l'Alliance écologiste indépendante. Voilà. Dans la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui regroupe 9 communes, donc autour d'Aubagne, La Ciotat, Cassis, Carnoux, voilà, il y a plusieurs communes autour d'Aubagne. Et donc j'ai décidé donc d'aller relever un petit peu le défi. Ça fait quelques années que je milite un petit peu sur Marseille et les Bouches-du-Rhône pour aider les familles d'une part en difficulté. Donc et là avec l'Alliance écologiste, donc on y rajoute un petit peu toute l'action qui pour la lutte contre la mauvaise bouffe, contre la pollution, contre tout ce qui est nocif pour le grand public. Alors présentez-nous un peu de cette circonscription. Est-ce qu'on connaît déjà des tendances, des sondages qui sont faits sur cette circonscription? Alors c'est une circonscription qui est à droite depuis plusieurs années, et qui penche un petit peu sur l'extrême droite. Oui, ça penche beaucoup par là, l'extrême droite. Du côté de Carnoux. Ouais, sur la circonscription, donc elle est l'extrême droite est à l'affût. Et ma démarche veut aussi sensibiliser donc les personnes, tous les citoyens qui sont dans cette circonscription pour qu'ils puissent s'impliquer un peu plus dans la vie publique et qu'ils viennent donc s'exprimer dès dimanche. Donc j'espère que le maximum de personnes donc va me soutenir, mais surtout qu'ils participent pour qu'il y ait une véritable démocratie dans cette élection. Oui. Justement, Boalem, est-ce que c'est pas une difficulté par rapport à justement l'étendue de cette circonscription qui englobe des villes qui sont complètement différentes au niveau sociologique? On a des villes comme Gémenos qui sont très riches, comme Cassis qui sont très riches, et après des villes un peu plus pauvres comme Roquevert, un peu moyennes comme Aubagne. Et du coup, c'est pas évident la peine sur Yvonne voilà, qui est un peu populaire. Voilà, ce sont des anciens bastions communistes, et de l'autre côté, on retrouve des villes avec des grands riches, des grands propriétaires. Et comment on peut adapter un discours, un programme politique avec une circonscription aussi hétéroclite? C'est vrai que c'est pas facile, donc il y a beaucoup de déplacements à faire pour aller rencontrer les habitants de cette circonscription. Bon, je pense que c'est dû aussi à des découpages qui, par le passé, de Monsieur Gaston Defer. Même après. Non, celle-là, c'est Jean-Claude Gaudin. Il y a eu encore pour la donner à M. Defessel. Non, mais M. Gaudin n'était pas ministre de l'Intérieur. Non, mais il a validé ce découpage pour favoriser son ami M. Defessel, qui est élu depuis 3 mandats maintenant. Ouais, c'est mandat, je crois qu'il est. Député, c'est le 3e. Ça sera le 3e. Alors, Boalem, quelle est la chose que vous souhaiteriez emmener en priorité à l'Assemblée nationale si vous êtes élu toutefois député? Moi, le souhait donc que je souhaite faire remonter à l'Assemblée nationale, d'une part, c'est dans cette circonscription, donc c'est développer la production locale. Il y a des étendues, il y a pas mal de production locale, et qui peut permettre d'une part la création d'emplois, qui peut permettre d'éviter que les grandes enseignes donc appauvrissent les commerçants, les petits producteurs, d'une part, mais aussi comme je vous le disais, donc depuis plusieurs années, donc je lutte dans les Bouches-du-Rhône pour qu'il y ait l'accès à la formation pour les jeunes, l'accès à l'emploi. Tout le monde le sait aujourd'hui que pour obtenir un logement, alors qu'il s'en construit des centaines ou même des milliers dans les Bouches-du-Rhône, c'est vraiment donc pratiquement un passe-droit. Et ça, c'est un combat majeur pour moi. Très bien. Alors l'Alliance écologie indépendante, c'est le même parti que Francis Lalanne, pour situer aux gens. Voilà, Francis Lalanne donc est aussi un des porte-parole donc de l'Alliance écologiste, et que je connais depuis sa création en 2009, qui a été présente pratiquement à toutes les élections. Donc c'était un des 10 partis de France, et qui a fait
pratiquement 5% aux dernières régionales et qui a contribué à faire barrage au Front National à la région PACA. Voilà. Comment tu te situes aujourd'hui idéologiquement par rapport à Europe Écologie Les Verts? Qu'est-ce qui te différencie d'eux? Alors, Europe Écologie Les Verts, bon, d'une part, il n'y a pas de candidat sur ma circonscription, Oui. donc c'est une bonne chose. Et d'autre part, je pense qu'ils se sont... je pense que c'est une position d'indépendance. Donc, on n'a pas d'accord avec des grands partis. D'accord. Ce qui a pénalisé, je crois, Europe Écologie Les Verts en étant... je sais pas si on peut appeler comme ça, mais un partenaire ou un satellite du PS. Donc il les a amenés donc à se remettre en question, à se diviser. Voilà. La différence, elle est, je pense, dans l'indépendance du choix des actions et du parti. Boalem, pourquoi il faut voter Boalem, Maxi, ce dimanche 11 juin? Alors, pour permettre déjà de faire entendre la voix des plus faibles à cette circonscription, comme notre ami le disait il y a quelques instants, donc il y a des petites villes qui sont riches, alors que d'autres sont beaucoup moins riches et les personnes qui y habitent sont pénalisées. Très bien, on vous souhaite bonne chance, Boalem, en tout cas. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne chance pour ce dimanche. Allez, merci beaucoup de votre soutien et à très bientôt. À bientôt, Boalem Maxi. Voilà, candidat dans la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône. Allez, on va passer tout de suite à notre zapping. On va rire un peu d'ailleurs, ça fait du bien pour ce premier extrait dans ce zapping, un peu d'humour avec donc un sketch des Guignols. Quand Nicolas Sarkozy passe une audition pour rejoindre La République En Marche, il y a forcément quelque chose qui bloque. Écoutez plutôt. Attendez, c'est pas fini. Je ferai aussi voter une loi pour rouvrir la Bastille et y jeter toute personne qui s'appellera François Fillon. Ben c'est bon, ça on a compris. Et sinon, vous avez d'autres idées? Oui, en tant que locataire du Parc des Princes, je ferai voter un agrandissement. Ben, il y a quand même 50 000 places. Mais donc pas un agrandissement du stade, un agrandissement des sièges. Moi je vois rien à chaque fois. La dernière fois il m'a foutu Patrick Bruel devant, j'ai loupé tous les buts. Qu'est-ce que t'en penses, baby? Cette fois-ci, je ne suis pas d'accord. Je pense que pour être député En Marche, faut soutenir l'OM et pas ces nazes du PSG. Pardon? J'ai mal entendu là. Il me veut quoi le rigolo de l'OM là? Répète ça, le parigo. Oh, retourne sur ta canne bière. Et toi au COP Boulogne? Va gagner un championnat. Elle va gagner une Champions League. Oh là là, mais qu'est-ce qui me saoule? Ah. Suivant. Voilà, c'est loupé pour Nicolas Sarkozy, il fallait être supporter de l'OM, donc vous avez compris, petit sketch des Guignols. Il a eu des mots très gentils à l'endroit de Macron ce week-end, Nicolas Sarkozy. Ouais, il a dit que s'il ne réussissait pas, ça serait Nicolas en mieux. Ouais. Et qu'il était admiratif. Ah oui, il a été très, je suis admiratif. Tout à fait. Et il dit avec l'âge, j'ai appris à m'assagir et à parler en clair objectivement des autres. Ouais, ce type très élogieux. Est une bête. Ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, bon, les Guignols, on les trouve moins bons qu'avant, moi, je trouve. Non, c'est moins bon. C'est l'esprit qui est disparu. C'est l'habillage qui est disparu. Puis Denisot n'est plus là. Non, mais même quand vous regardez le truc, même la couleur de l'écran, elle est plus pâle. On dirait que c'est fait pour dégoûter, juste pour tenir 1 ou 2 ans pour le CSA, avant vraiment de supprimer la chose. Et sans calcul, il faut, parce qu'il avait fait ça pour que Sarkozy ne soit pas déglingué. Et il a quand même été déglingué. Donc là, s'il avait un minimum de jugeote journalistique, il irait chercher l'ancienne équipe pour redémarrer la chose. Clémenceau Macron est là pour 5 ans. Oui, Emmanuel Macron. Oui. Alors, justement. Ça, c'est une mauvaise. Alors, vous avez raison, Mourad, je vous remercie. Ça, c'est une mauvaise habitude que nous avons tous pris, dans les médias surtout, mais dans la rue aussi, depuis Monsieur Sarkozy. On ne dit plus prénom. Non, mais on dit plus le prénom, on dit plus monsieur, on dit pas le président de la République, ça devient, il y a Sarkozy, il y a Hollande, il y a Macron. Sarko. Ou Sarko. Et ça, c'est depuis Sarkozy. Avant, c'était toujours le président Chirac. Oui. Dans la rue, les gens disent le président Chirac. Et d'ailleurs, vous avez tous été surpris, j'imagine, comme moi, de voir que lors de la finale du top 14, les Fidjiens se sont agenouillés pour saluer Macron. Et c'est une tradition fidjienne. Ils s'agenouillent devant tous les présidents des États étrangers. Oui. Et c'est une marque de révérence. Ça, c'est pas près d'arriver en France. Hein. Et c'était une image assez choquante. D'ailleurs, Macron était très gêné. Ouais. Mais je trouve que c'était une belle image de respect. Et je crois que voilà, c'est des, on a des leçons à prendre. Même dans l'Assemblée, on dit plus le président, on dit Macron, on dit Hollande. Bon. Oui. Alors, justement, dimanche, on en parlait donc avec deux candidats. C'est donc dimanche que l'on vote pour renouveler l'Assemblée. Vous le savez, à 2 jours du premier tour des législatives, il y a les Jeux.
sont pratiquement faits, à en croire, en tout cas les instituts de sondage, qui prévoient un véritable raz-de-marée pour La République En Marche. La dernière enquête IFOP accorde 31% d'intention de vote à la formation d'Emmanuel Macron, soit 12 points d'avance sur les Républicains, 13 sur le Front National et 19 sur la France Insoumise. Une avance qui, selon les projections en siège, pourrait permettre à La République En Marche de disposer d'une très large majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui n'allait pas de soi il y a encore quelques semaines. C'est ce que rappelle Frédéric Dabi, le directeur adjoint de l'IFOP. Écoutez. Avant la présidentielle, c'est vrai que certains imaginaient une cohabitation, d'autres se disaient c'était impossible qu'un parti si jeune puisse réussir à avoir la majorité absolue. Il y a l'effet de souffle présidentiel, il y a la déconfiture générale des partis de gouvernement, il y a aussi dans la bienveillance dont je parlais à l'égard de la droite, les premiers pas jugés très réussis d'Emmanuel Macron. Beaucoup d'électeurs de droite souhaitent, et c'est très fort dans les zones urbaines, souhaitent donner leur chance aux candidats En Marche et laisser Emmanuel Macron avoir une majorité qui, dans notre projection en siège, s'établirait entre 370 voire 400 sièges. Ça serait une majorité En Marche Horizon, par analogie avec la Chambre Bleu Horizon de 1919, mais on aurait une majorité très large, comme l'avait eu le PS en 81 avec François Mitterrand, ou la droite en 2002 avec Jacques Chirac. Qui l'eût cru? Mais en fait, c'est très habile. Très habile parce que Macron a fait quoi? Le président Macron, en nommant des postes clés, des postes économiques en l'occurrence, des candidats, des gens issus de la droite. Et des républicains. Il a coupé l'air et ça coupe et ça marche. Et bon, alors on va peut-être attendre quand même 20h dimanche parce qu'on se projette peut-être un peu. Mais franchement, t'aurais pas mis Mourad Gol. Moi, j'aurais pas parié 1 euro, un copec sur la victoire du parti d'En Marche. Il y a encore 3 semaines, quoi. Alors, pas avec cette ampleur, mais aujourd'hui, depuis l'inversion des calendriers, on le répétera jamais ici, assez ici, depuis l'inversion des calendriers électoraux par monsieur Jospin, qui, à mon sens, a fait une faute politique dans ce pays, le président qui gagne, il a systématiquement une assemblée générale, une assemblée nationale derrière, sauf que cette ampleur, c'est le désarçonnement des partis traditionnels qui risque de donner ces chiffres. Après, il faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre politiquement, c'est l'œuvre, je dis l'œuvre avec un O majuscule, de Jacques Attali. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons, c'est Jacques Attali qui l'a dessiné. Il a échoué avec Sarkozy à mettre en place ce schéma politique. Puisque aujourd'hui la loi Macron, la loi El Khomri, ce sont des lois qui ont été écrites par Attali, qui avait essayé de vendre ça à Sarkozy en 2010, et Nicolas Sarkozy avait refusé pendant les régionales parce qu'il y avait un gros risque de perdre. D'ailleurs, il avait perdu. Et aujourd'hui, le grand gagnant de cette histoire, c'est Jacques Attali, qui a vu son œuvre s'accomplir avec l'aide des grands pontes du 21e siècle, ce grand club très fermé qui regroupe des personnes que ni vous ni moi ne côtoyons au quotidien. Et voilà, le père de la nation, c'est pas Macron, c'est plus De Gaulle, c'est Jacques Attali. En fait, il y a aussi un phénomène de maturation de la France et de l'international, c'est-à-dire à force de crier au loup, on arrive au loup, à force donc depuis en gros la fin de la présidence Chirac et avec Sarkozy, changer le code du travail, adopter. C'est comme le Front National. Oui. Petit à petit, les gens se sont habitués à cette idée. Au début, Front National, c'était quoi? C'était 1 million de personnes dans la rue quand M. Le Pen arrive au 2e tour. C'est ça. Mais j'y étais. Bien sûr que vous étiez, vous aviez 12 ans, mais vous étiez déjà. Non, quoi? En 2002? Oui. Vous êtes sérieux, quoi? 12 ans en 2002? Non, mais je sais pas. On plaisante. Je viens d'avoir 40 ans, il me dit j'avais 12 ans en 2002. J'ai voté, moi, monsieur Jacques Chirac en 2002. Non, mais il a le droit de parler. On est dans une émission. En plus d'être pro-Mélenchon, il est susceptible. Il a que des tartes, ce jeune. D'expression. Alors, j'y vais. Et après, les gens se sont habitués à Front National. Et après, ça se banalise. Il se banalise. Et c'est pour ça que ça arrive. D'autant plus que si vous voulez, les 2 grands partis qui pouvaient faire de la résistance pour faire de l'opposition sont carrément détruit aujourd'hui, et on verra si la totalité de l'opposition avait en gros. Si M. Macron, la majorité c'est 289. Si M. Macron a 287, 289, 290, 295, ça reste quand même Ric-Chirac. Et donc,
les oppositions peuvent de temps en temps le bousculer. Mais s'il est à plus de 300, jusqu'à même 400. En plus de 400, Non, mais c'est pas grave, plus de 300. En tout cas, on peut pas crédibiliser aujourd'hui ou donner du crédit à des perspectives on l'avait dit statistiques aussi, on l'avait dit pour les législatives, pour le présidentiel, puisqu'on nous a intoxiqués avec comment on s'appelle, Christophe, la deuxième institut de presse en canadien, la Flix ou je sais pas quoi là, qui faisait qui travaillait sur les logarithmes et qui nous montrait les réseaux sociaux, que de toutes les façons Macron était 4e et on a vu bien que les sondageurs français ont été plus drôles. Moi je pense qu'il aura sa majorité normale. Mais elle sera relative. Absolue. Non, elle sera relative. Absolue, puisque dès qu'il dépasse il a été très malin, Mourad. Elle sera absolue si il se rallie, il aura cette. Il a le modem. Non, le modem est intégré dans En Marche. Mais s'il se rallie les 30 ou 40 députés qui restera du Parti Socialiste, il aura une majorité absolue. Oui. Pour le moment, elle est relative. Et puis 30 ou 40 de chez les Républicains qui eux aussi vont iront à la gamelle. Évidemment. Bah voilà, exactement. T'as dit le mot, Mourad. Ils vont aller à la gamelle. Et donc, en clair, à ce calcul-là, il aurait 500 voix, avec toutes ces alliances qui vont demander des choses. Et le problème de quand il y a une majorité aussi importante, après ça se disloque aussi, parce que chacun des groupes veut prouver qu'il est plus royaliste que le roi. Mais heureusement qu'on a un garde-fou qui s'appelle le Sénat. On ne sait pas comment il va réagir. J'y ai pensé le Sénat, il réagira pas parce que le Sénat ne bouge qu'à travers les municipales. Donc aujourd'hui, le Sénat reste une assemblée de sages. Comment il va réagir face aux lois qui vont venir? Est-ce qu'il va se coucher pour faire des macronistes? Je pense que Jean-Christophe Larcher, oui, avait quelqu'un de très sage. C'est pas Jean-Christophe, c'est Gérard Larcher, pardon. Voilà. Qui a soutenu Fillon jusqu'à la dernière seconde. Gérard Larcher est un politicien très subtil, très intelligent, que j'apprécie beaucoup. Et je pense qu'il va aller dans le sens de la politique de Macron, à savoir qu'il va valider ces décrets, ces ordonnances et ces décrets, donc il va valider le travail parlementaire qui amènera la possibilité à Macron, à Emmanuel Macron et son gouvernement de légiférer par voie d'ordonnance et de décret. Et je pense que ça va apaiser la France. On va aller beaucoup plus vite. Alors, la grosse difficulté de cette loi travail, en fait, c'est de basculer de ce qu'on appelle l'accord de branche à l'accord d'entreprise. Dans une entreprise, vous êtes cohérent. Non, mais c'est pas cohérent. Quand vous êtes 10 personnes, le patron vous convoque tous le lundi à 17h. Et il vous dit à partir de la semaine prochaine, vu les difficultés, je vais faire ça en vote. Qui devant le patron va lever la main pour dire non? Il connaît la conséquence. Quand vous avez la branche, n'importe qui lui dit en application de la branche. Si tu lèves la main, t'as plus d'emploi. Oui, mais sinon l'autre il dit en application de la branche, on ne peut pas faire ça. Non, mais Tarek, tu grossis le truc. Enfin, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Oui, mais on y reviendra, mais c'est celui-là. On aura largement le temps d'y revenir. Je pense qu'on va d'ailleurs en parler très longuement à la rentrée de cette loi travail. Non, parce qu'à la rentrée, elle sera déjà votée. Oui, mais à mon avis, il y aura des grosses manifs. Oui, mais elle sera déjà votée parce que comme il va la passer fin aut début septembre, le temps qu'on se réveille, les ordonnances sont déjà publiées. Voire juillet. Parce que le travail parlementaire se fait en juillet. En juillet, ce qu'il va faire, c'est voter la loi d'habilitation. Tout à fait, voilà. Après, les ordonnances vont sortir à partir du 25 août. Bam, bam, bam. Quand on arrive à la rentrée scolaire, le 15 septembre, c'est déjà plié. Messieurs, le pari est risqué parce que si jamais Emmanuel Macron échoue à l'issue de ces 5 ans, est-ce qu'il ne faut pas se préparer d'ores et déjà qu'en 2022, c'est place aux extrêmes? Non. Si, parce que on en parlera aussi. C'est pas le jour. Parce que la France politique sera tellement disloquée et les gens apprendront à voter. On aura tout essayé, Tarek. Non, mais les gens. C'est une probabilité parce que justement, on va changer le mode de scrutin des législatives pour les prochaines législatives. On est d'accord. Et donc, on tombera dans ce cas de figure. Non, parce qu'on aura une majorité. Et le FN aura des élus. Oui, bien sûr. Non, mais il va les avoir maintenant, les élus. Là, aujourd'hui, il risque d'avoir 30 élus déjà. Voilà. Et en tout cas, plus que 15, plus que 18 pour faire un groupe. Et avec une proportionnelle équitable, il en aura une 100 en 120. Oui, mais ça ne permettra pas de majorité. Le gros coup qui va arriver en 2022 si M. Macron ne réussit pas, c'est que nous passerons, comme dans toutes les démocraties modernes, par des coalitions sur des programmes partagés. Il n'y a plus le grand Dieu qui gagne, excusez-moi, nous sommes en plein de Ramadan, il n'y aura plus le grand Manitou qui gagne les élections et qui fait ce qu'il veut. On passera comme aujourd'hui en Allemagne, comme en Israël, comme en Inde, et comme en Italie, et comme bientôt en Angleterre. Voilà. Theresa May qui peine à essayer de faire un gouvernement. Il y aura 2 ou 3 partis qui s'assoient. Toi, c'est quoi ta priorité, ma priorité? Et donc, il y aura tout ce qui est saillant qui sera coupé. Alors, je voulais, dans ce zapping aussi, adresser un petit clin d'œil à un journaliste qui officie aux commandes du journal de 20h de France 2 depuis 16 ans et qui a fait ses adieux hier soir. Monsieur Pujadas. C'est le dernier journal que j'aurai eu l'honneur de vous présenter
Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix, mais la route s'arrête. On a cherché, on a réfléchi et nous avons fait un choix, le choix d'un journalisme recentré sur l'essentiel. Pardon d'avoir été un peu sentencieux. On peut faire ce métier que si on l'aime et que s'il a du sens. Et pour la petite histoire, sachez qu'il a battu le journal de TF1 de plus d'1 million de téléspectateurs hier soir. Il faudrait qu'il 1 parte tous les million soirs, de alors. plus. Ouais, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En tout cas, moi, ce monsieur, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Oui, C'est un grand non, mais professionnel. il a gagné déjà TF1 à plusieurs reprises cette année, Oui. notamment pendant la campagne C'est ça qui est un électorale. peu, hein, Mais c'est pour ça qu'il avait été recruté bizarre, hein. déjà. hein. Non, mais Parce que, à ça fait l'époque- 20 ans qu'il est là. Oui, mais justement, parce 16 ans. que Il est arrivé en 2000. Bon, Septembre 2000. Moi, ce que je 2001, comprends, pardon. moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il avait le droit d'aller jusqu'à fin juin. Ouais. Et qu'il décide d'arrêter aujourd'hui. En fait, Ça, c'est pour mettre la directrice et la Dans présidente l'embarras. devant ses responsabilités. Ouais. Deuxième chose, c'est que celui qui a accepté de participer à l'opération de son limogeage, lui aussi a dégagé. Donc le directeur de l'information, Oui, Michel Michel voilà, Field, il dégage. Et donc, si vous voulez, ce Monsieur Pujadas, on peut reprocher à chacun de nous plein de choses. Mais je veux dire, elle aurait pu attendre encore pour annoncer fin juin. Pourquoi l'annoncer aujourd'hui? Il a réussi son année. Elle aurait dû le virer quand elle est arrivée. Il a réussi son année cette année. Et ces deux campagnes électorales et puis bientôt législatives. Donc, ce sont d'autres raisons d'organisation interne et de pressing et de lobbying, faut dire les choses des fois. C'est politique, Tarek, c'est politique. Bien sûr que c'est Certain, politique. C'est certain. politique. Vous savez, Sarko a dit, Et on dit d'ailleurs que Anne-Sophie Lapix, sa remplaçante, est une amie de Brigitte Macron, par exemple. Voilà. C'est une bonne remplaçante, quel que soit les rapports. oui, qu'il non, mais bien savoir, sûr, je non, dis mais pas ça, je la trouve on verra ce que fraîche, ça donne. Non, mais on verra ce que ça donnera à l'antenne. Mais si vous Elle voulez, l'a fait sur Sarkozy, TF1, vous vous rappelez quand Sarkozy arrive, il appelle TF1, il dit PPDA, j'en veux plus. Ouais. Je vais un tel. Et on dit que la presse est indépendante en France. C'est pas vrai. Non, mais on peut rajouter relativement indépendante. Bon, et on va faire gaffe, Mourad, parce que ça se trouve, il va croiser Macron, Tarek, Babi, la semaine prochaine. alors, Macron va lui dire, moi, je veux plus de Christophe, plus de Mourad à l'antenne. Et la semaine prochaine, on va se retrouver à dehors. Et ce qui est rigolo depuis Pujadas, c'est qu'on retiendra de toute cette carrière une seule phrase. Quelle indignité, monsieur Pujadas. Cette phrase, elle le suivra jusqu'au bout. C'est celle de Madame Le Pen. Non, de Sarkozy. Non, Nicolas Sarkozy. Ah oui, Quand il lui a posé la question sur l'affaire Karachi. l'affaire Karachi. Et puis, alors que son chef vient d'être mis en examen après. Et repris par Jamel Extraordinaire. Debbouze. Voilà. Et Madame, Je cache pas l'artiste et bravo. et Madame Le Pen, pareil, lui dit, vous vous relez pour le pouvoir. Mais, si vous voulez, moi, ce que je reprocherais, à titre personnel à monsieur Pujadas, c'est hors antenne, hors télé, c'est d'avoir accepté d'avoir fait le livre avec Michel Chalgomi à la demande, parce qu'on lui a demandé de le faire, et il a participé à la promotion. Voilà. Faut pas oublier. Faut pardonner, mais faut pas oublier. Bon, alors, on y va dans un instant, les avis tranchés, on va les écouter, Mourad Gouad et Tarek Pami à suivre sur France Maghreb 2, ainsi que les coups de cœur, et Tarek, il en a 2 aujourd'hui. Oui, pas un, Oui, non, 2. on peut commencer tout à l'heure. À tout de suite. Par le plus. LGF, le grand forum avec Mourad Goual et Tarek Mami sur France Maghreb 2. Bah écoutez, on est un petit peu en retard, alors on va y aller, hein, les gars. Les avis tranchés, c'est parti. Je pense qu'on va commencer avec Tarek Mami, parce qu'on va revenir sur un sujet qui nous a occupé d'ailleurs depuis quelques jours maintenant, sur la situation avec le Qatar et les pays du Golfe. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors un point sur cette situation, sur ses conséquences, Tarek Pami. Surtout un point explicatif, cher Christophe. Je serai très court sur les conséquences, mais je parlerai quelles sont les véritables raisons de la crise entre l'Arabie et le Qatar. Il y a au moins 4 raisons, parmi des dizaines de raisons développées par différents chercheurs, journalistes, institutions que j'ai pu lire, parcourir en arabe, en français et en anglais, voire en iranien, en perse, traduit en anglais. 2 de ces raisons relèvent
relèvent de ce qu'on peut appeler l'histoire récente, et les autres renvoient soit à l'actualité ancienne, soit à l'actualité immédiate. Alors, on va commencer par la première raison. Il s'agit des positions, et ça faut le retenir, cher Christophe, des positions croisées, pour ne pas dire contradictoires, de l'Arabie Saoudite et du Qatar, au début de ce qu'on a appelé les printemps arabes, alors que le Qatar a été un fer de lance financier, militaire et politique, militaire en fournissant des armes aux différents insurgés libyens puis syriens, et en apportant un soutien à ces pseudo-révolutions manipulées par différents services de sécurité occidentaux et arabes, dont Qatari, mouvements et partis politiques de ce pays, tous issus de ce qu'on appelle l'obédience de l'islam politique, plus ou moins affiliés aux frères musulmans, que ce soit en Tunisie, en Libye, en Égypte et en Syrie un peu plus tard. Et donc, pour ces partis d'obédience politique, elles avaient vu dans ce trouble et dans ce mouvement social et dans ce pseudo-révolution des printemps arabes une occasion pour revenir dans les jeux politiques, mouvement qui était donc écarté par les présidents dès l'époque. Alors que le Qatar va se lancer dans ce soutien de printemps arabe, l'Arabie Saoudite va essayer de tout faire pour freiner, parce que pour l'Arabie Saoudite, la crainte était que par ricochet, ce vent de demande de liberté finirait par toucher l'Arabie Saoudite. C'est la première raison. La deuxième, c'est l'analyse qui porte entre les deux protagonistes, c'est-à-dire l'Arabie et le Qatar, sur les frères musulmans, leur rôle dans la société musulmane, dans les pays musulmans, et surtout quel lien entretenir avec ce mouvement qui, il faut le rappeler et préciser, est un mouvement véhitaire qui voit tout sous l'angle uniquement religieux, et encore selon sa propre lecture et interprétation politique de la religion musulmane. La victoire des mouvements à obédience religieuse en Tunisie et en Égypte, et de la confrérie musulmane à ce titre, a entraîné une recomposition politique qui a entraîné une très grande méfiance et suspicion de la part de l'Arabie, donc de Riyad, la capitale, dont la prétention était et est toujours de détenir le monopole de l'interprétation légitime de l'islam dans les terres musulmanes. Et donc, voir émerger les frères musulmans avec une autre vision et contrecarre la vision stratégique de la position de l'Arabie, surtout que pour les frères musulmans, la politique doit être ouverte à tous les citoyens, ce qui n'est pas le cas en Arabie Saoudite. Pour l'Arabie Saoudite, il faut revenir à un seul principe, ce qu'on appelle en arabe Ahl al-Halli wal-Aqd, c'est-à-dire en clair le seul décideur qui sont toujours une minorité. Et à ce titre, l'Arabie Saoudite oublie l'autre principe religieux de l'islam qui dit Amrukum shura baynukum, c'est-à-dire vos affaires vous appartiennent à vous tous. Et donc le fait que les frères musulmans proposent une vision de la société musulmane avec en plus les élections fait contrebalance et peut constituer une alternative au wahhabisme, ce que les wahhabites, ce que les saoudiens ne peuvent pas accepter. Troisième raison, c'est la raison, elle est un peu plus historique, et celle-là on l'avait oublié, cher Christophe, dans nos différents développements. Elle consiste au fait que quand les Américains ont décidé donc d'envahir l'Irak et de détrôner le président, le raïs, donc Saddam Hussein, les frères musulmans ont appelé à contrecarrer cette position. Et pour les Saoudiens, cette prise de position des frères musulmans contre la position officielle de l'Arabie Saoudite d'aider les Américains à faire dégager à l'époque, pour parler comme M. Mélenchon, M. Saddam Hussein, a été considéré comme une trahison qui n'est pas oubliée à ce jour. Et la quatrième raison, c'est la visite de Donald Trump à Riyad le 21 mai 2017. Ce dernier, donc Donald Trump, a dénoncé très lourdement l'Iran. Il l'a qualifié de principal foyer de terrorisme dans le monde qu'il faut combattre. En faisant cela, en fait, il a marché dans les pas de la diplomatie et de la réflexion de l'Arabie Saoudite et du régime wahhabite, que je le rappelle, depuis 1979, la chute du Shah et l'arrivée au pouvoir de l'imam Khomeini et son mouvement, qui reste toujours donc aujourd'hui au pouvoir sur le plan religieux et le plan politique. Et donc, tout ça fait que l'obsession anti-iranienne de l'Arabie est devenue tout d'un coup une obsession américaine, en tout cas sur le plan officiel avec M. Trump, en rupture de la position de l'administration Obama. On rajoute à ces 4 éléments publics, officiels,
Une raison que certains médias vont développer sans gêne, mais que les médias mainstream ne mettent pas à la une de leur actualité. Il s'agit d'une information qu'il faut prendre toutefois avec toute réserve et qui dit que le président Trump, avant d'aller dans les pays du Golfe, a exigé d'obtenir 1,5 billion de dollars, c'est-à-dire 3 fois ce qu'il a obtenu, 500 milliards. Et dans sa répartition qu'il avait donnée aux Saoudiens, il a dit l'Arabie Saoudite paye 500 milliards de dollars, ce qu'elle a pratiquement payé avec 480. Le Qatar doit payer la même somme. Et le 3e tiers doit être payé par tous les pays du Golfe réunis. Et là, le Qatar refuse de payer. Elle considère son trou crié sur le toit, qu'il s'agit d'un raquetage, qu'il s'agit d'une opération de cow-boy et qu'il n'y a pas de raison pour qu'elle paye. D'autant plus le Qatar est en train de s'ouvrir sur les uns et sur les autres, donc la Russie, l'Iran et l'autre. Et pour si terminer, on avait la clé, dites donc. Hein? C'est une clé, ça. Ben, tout à fait. 1 billion de dollars, ça veut dire 3 fois 500 milliards. Et demi. Et donc, après, il ne reste plus à l'Arabie qu'à habiller la rupture avec le Qatar en insistant sur les questions publiques connues, c'est-à-dire la question des frères musulmans. Elle lui ajoute la question des rapprochements du Qatar avec l'Iran. Or, il se trouve, Christophe, et pour des raisons objectives, géographiques, géostratégiques, l'Iran et le Qatar partagent un champ gazier qu'ils sont obligés d'exploiter ensemble. Et l'Arabie Saoudite donc oublie de parler de ces histoires de gros sous et reste sur la question Iran, chiite, frères musulmans. Quant à l'Égypte, en réalité, c'est le grand gagnant de cette partie, Christophe. C'est une partie de poker menteur, puisque l'Égypte de M. Sisi règle le compte à son adversaire principal, les frères musulmans, et en même temps empoche des millions de dollars de l'Arabie Saoudite. Donc lui, c'est pas gagnant-gagnant, c'est gagnant tout seul. Malheureusement, et c'est peut-être la chute pour votre question, cher Christophe, malheureusement, tout ça risque de provoquer une nouvelle guerre inter-arabe, inter-musulmane, et accorder à Israël une longue période d'accalmie, et du coup, fait enterrer encore plus la cause palestinienne, les perspectives de son règlement et l'accession du peuple palestinien à son indépendance, à ses libertés et donc à sa dignité d'être humain comme tous les autres peuples de la planète. Cette crise risque de passer encore et pour longtemps le peuple palestinien pour le dernier peuple qui vit sous occupation dans ce 21e siècle. Merci Tarek Mami pour avoir fait le point donc clairement sur cette situation des pays du Golfe. Avant de te retrouver Mourad pour un billet qui j'espère sera beaucoup plus court Mourad, hein, sinon tu le mets dans une on va condenser. Voilà. On va passer tout de suite au j'aime ou j'aime pas avec pas mal de petites infos aussi. On va faire court les gars. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas? J'ai Israël qui approuve la construction de 1500 nouveaux logements pour les colons en Cisjordanie occupée. J'aime pas. Moi j'aimerais tant que les pays arabes ne réagiront pas en tant que tels, je soutiendrai toutes ces actions qui sont anti-palestiniennes. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut regarder les choses de l'autre côté et se dire que c'est pas les Israéliens qu'il faut montrer du doigt, mais plutôt le silence des autres pays ou en tout cas des Palestiniens qui subissent ça. Je parle pas du peuple, je parle des politiciens. Après le Liban, le film Wonder Woman suspendu en Tunisie et en Algérie. Est-ce que vous savez pourquoi? Oui, parce que la principale actrice est une israélienne, mais c'est pas parce qu'elle est principalement israélienne, non, c'est parce qu'elle a des positions. C'est ça. Elle avait justifié et encouragé la colonisation et donc l'attaque de Gaza en 2014. Voilà. Ouais, et puis je pense que pour l'Algérie c'est aussi ça l'arrange parce que la nudité de Superwoman gênait un peu les censeurs algériens. Mais la Tunisie aussi. La Tunisie non. La Tunisie c'est la question, c'est la personnalité. Je veux dire. Donc, il y a trois pays, Liban, Algérie, Tunisie. Cette actrice est pour l'Algérie, c'est que le chanteur Enrico Macias est pour l'Algérie en fait. Enfin, sachez que à l'époque, la série V dans les années 80, c'est considéré limite comme une série érotique. Hein. Même Dallas c'était considéré comme. Ah ouais. Il y avait des quand hier il a je voudrais quand même qu'on écoute les deux coups de cœur donc et votre prise de parole, cher. Donc il faut qu'on fasse vite alors. Non mais juste pour dire que moi j'ai vu des films censurés dans certains pays arabes où tu comprends plus rien parce que quand le mec arrive à côté de l'ana, non on coupe et on passe à autre chose. On sait même pas s'il va y avoir baiser ou pas. Juste il commence à s'approcher, on coupe et on retrouve une phrase qui veut rien dire. Lutte contre la corruption, ça se passe en Tunisie, une dizaine d'hommes d'affaires dans le viseur.
Non, mais ils sont pas dans le viseur, ils sont déjà arrêtés depuis 15 jours et remis à la justice militaire. Leurs biens ont déjà été confisqués et j'aime. Mais il faut aller jusqu'au bout. Mais faut aller jusqu'au bout. Le Maroc diffusera sur 2M le 21 juin prochain Maroc vue du ciel de Yann Arthus Bertrand qui après l'Algérie a fait un petit truc sur le Maroc qui va être diffusé d'ailleurs sur France 2. Alors, le film de l'Algérie était éblouissant. Maroc vue du ciel, ça sera en arabophone diffusé sur 2M le 21 juin et puis France 2 a annoncé, alors je sais plus quelle date mais c'est à la rentrée je crois. Non mais s'il est aussi beau que celui de l'Algérie, c'est un plaisir. Et puis tiens pour finir une petite histoire assez émouvante et sympathique, c'est un grand-père palestinien qui est lui déterminé à tout simplement réaliser le rêve de toute une vie, à savoir d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Bravo à lui. Grand-père palestinien. Bravo à lui. Ça me rappelle les surdoués passent le bac. Allez Mourad, à toi de jouer maintenant pour ton avis tranché. Un cours s'il te plaît, on y va, tu vas nous parler de tennis. Alors je vais être très court j'espère. Alors mes chers amis, je vais vous parler d'un sujet qui va vous paraître peut-être léger, mais qui quand même révèle un peu ce qu'est notre société aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on vous détourne l'attention sur des choses qui vous paraissent essentielles mais qui ne le sont pas. Et là où les choses sont importantes, eh ben on n'y est pas parce que justement on est concentré sur autre chose. Roland Garros se finira ce dimanche. Oui. Et ça a été une hécatombe, je dirais, une année de plus pour les. D'ailleurs, qui s'est qualifié pour la finale là? J'ai même pas vu. C'est le Suisse Wawrinka ou je sais pas quoi. Oui, Wawrinka, ouais. Voilà. J'ai pas été aussi loin dans l'info, mais voilà. Donc, on a encore eu une hécatombe de nos tennisman nationaux qui en plus de bénéficier de wildcard, trouvent le luxe de ne même pas jouer, de ne même pas faire plaisir à leur public, de ne même pas faire plaisir à leur fédération, à leur pays. Et là où ça m'ulcère, c'est que en France, toutes les fédérations sportives, excepté celles de football, sont des fédérations publiques, qui sont financées par le denier public. Et nos auditeurs aujourd'hui, qu'ils soient français, qu'ils soient maghrébins, qu'ils soient d'Afrique subsaharienne, qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, on a un dénominateur commun, c'est qu'on est tous des gens qui payons nos impôts en France. Ouais. Et ce sont avec nos impôts que ces gens-là se gavent. Gaël Monfils, c'est à peu près 46 000 euros de revenus par mois. Et pourquoi c'est l'État qui lui paye? Non. L'État lui paye son entraînement, lui paye son équipement, lui paye son entraîneur, lui paye ses soins médicaux, et lui, il s'enrichit. Voilà. C'est-à-dire l'État, nous. Oui, oui. Et lui, ensuite, comme il est très sportif et qu'il a l'âme du baron de Coubertin, il fait une multitude de tournois. Gaël Monfils et Tsonga et tous les autres, hein. Ouais. Je vais pas le citer. Richard Gasquet. Voilà. Ils font tous des petits tournois de série B, où il n'y a pas d'enjeu sportif, mais il y a beaucoup d'argent à gagner. Ouais. Et puis, on se retrouve aujourd'hui avec un pays comme la France qui est devenu, je crois qu'on est le 30e État, tennisman en France, au monde. Alors vous allez me dire, mais c'est pas grave, on s'en fout ce tennis. Oui, c'est grave, parce que depuis toujours, ce tennis est resté un sport d'élite, un sport de riches, un sport de parvenus. Et moi, j'ai connu dans mon enfance des copains, des collègues qui étaient des très très bons tennisman, mais qui n'ont jamais pu prouver leurs compétences parce que ça restait des tennisman de quartier, qu'on n'avait pas accès au terrain de tennis où les recruteurs venaient, où des professeurs donnaient des cours, et on restait des. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, cette année, il y a un nouveau président qui s'appelle Monsieur Gudicelli. Je pense qu'il a pris conscience du malaise. Il faut démocratiser ce sport, il faut le populariser. Il faut aller chercher les talents là où ils sont, pas forcément dans les cités parce que j'aime pas cette expression, mais il faut aller les chercher de partout en France et arrêter d'en faire arrêter d'en faire comme la Formule 1, un sport de riche où le gars achète son volant et non pas l'inverse. Merci. Juste une petite remarque, nous avons quand même quelques joueurs de tennis noirs en France, nous n'avons aucun joueur de tennis d'origine maghrébine parmi ces champions. Il y a eu fut un temps Tarek Benabiles, mais qui était franco-maghrébin. Voilà, mais bon. Et on a ce fameux. Et on a le fameux, le célèbre, l'international Mansour Barami, qui est un Libanais iranien. Non, iranien. Voilà, mais qui est juste génial. Mais voilà. Attendez, j'ai dit une connerie. Par Hicham Guerrouch, c'est quoi, c'est du tennis? Non, mais c'est la course c'est marathon. N'importe quoi, moi. Il y avait un Marocain qui était très bon en tennis là. Il y a pas. Tarek Benabiles à l'époque, mais. Ouais. Et puis il y a une Tunisienne, mais elle est tunisienne de Tunisie et qui est arrivée jusqu'au quart cette année. C'est pas trop votre truc au Maghreb le tennis, non? Ah bah si, en Tunisie ça marche beaucoup. C'est un sport de riche en Tunisie. Voilà, ça reste un sport de riche de partout. Mais elle est pas française, donc elle compte pas sur le quota français. Mais le golf coûte moins cher à la pratique que le tennis. C'est vrai. Allez, on passe au coup de cœur. C'est parti sur France Maghreb 2. On y va avec jingle. France Maghreb 2.
le coup de cœur. Et on va rigoler un petit peu parce que c'est pour rire qu'on rigole finalement. Mon cher ami Tarek, avec un coup de cœur que vous avez choisi et que on vous a mis d'ailleurs sur la page Facebook France Maghreb 2. Monsieur Balkany fait de la politique, donc on va écouter. Il souhaite en fait à la communauté musulmane le bon Ramadan et on va voir dans quels termes. Et c'est sur le site de la radio, donc allez revoir pour rigoler. Et le jeune qui parle, qui représente Monsieur Balkany, s'appelle Haroun. On écoute. Je ne sais pas si vous avez vu ce que Patrick Balkany a mis sur Facebook. Il a eu une petite déclaration sympathique. Il a dit: je souhaite un heureux Ramadan à tous les musulmans de Levallois et d'ailleurs. Sympa, tu vois. Et il dit: j'espère que ce sera signe de paix. Et il est cool, le gars. Et il a ajouté: et annonciateur de la fin des attentats. Fallait pas dire ça, mec. Tu aurais pu t'arrêter juste avant, c'était parfait. On te disait Psartek. Ok, mais annonciateur de la fin des attentats. Mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête? C'est des gens qui n'ont pas de limite. Ils tuent des enfants, tu crois qu'ils s'arrêtent pour Ramadan? Tu crois que Daesh a fait passer une note interne pour dire: les gars, pour Ramadan, on mange pas, on boit pas, on n'explose pas. Patrick Balkany pense que Ramadan, c'est le RTT des terroristes. Ils en profitent pour faire un peu de ménage. Hein, bah tiens, je vais en profiter pour faire un peu de tourisme dans la région. Tiens, ça a l'air pas mal. Regarde, les ruines de Palmyre, c'est classé à l'UNESCO. Ouais, mais on les a détruites. Ah, bah c'est pas grave, je visiterai les ruines des ruines de Palmyre, du coup. Qu'est-ce qu'ils croient? Et il n'y a pas un moment où ils vont se rendre compte que les conflits au Moyen-Orient, c'est un peu plus compliqué que Ramadan par Ramadan, musulman pas musulman. Il y a quelques jours, Trump a vendu pour 110 milliards de dollars d'armement à l'Arabie Saoudite. Est-ce que tu penses, Patrick Balkany, que c'est signe de paix? Est-ce que tu penses que le roi d'Arabie Saoudite s'est acheté des missiles pour faire un feu d'artifice lors de l'Aïd? Avec un bouquet final sur le Yémen? C'est comme ça que ça se passe. Si tu veux la paix, souhaite en effet un bon Ramadan, souhaite aussi un Happy Thanksgiving, Joyeux Noël, Shana Tova à tous les trafiquants d'armes du monde. Parce que Voltaire l'a bien dit, quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. Hein? Ce qui fait que je souhaite un heureux Ramadan à Abou Patrick Al-Balkany. J'espère qu'il sera signe de paix et annonciateur de la fin des fraudes fiscales. Voilà, Haroun. Et on vous a mis donc la vidéo sur la page Facebook France Maghreb 2. Allez la voir, la partager et la regarder parce que ça fait du bien de rire. Et puis, sûr. On peut dire qu'Haroun est en spectacle. Si vous voulez rire beaucoup plus longtemps que les quelques minutes là sur France Maghreb 2, allez, c'est un beau talent, c'est un bon talent, ces jeunes. Exactement. Ouais, Mourad, t'aimes bien? Je le trouve très intelligent, l'écriture est géniale et le ton, c'est excellent. Il est juste. Excellent. Bon, alors, eh bien, on va terminer cette émission en musique. Une nouvelle fois, c'est Tarek Pami qui a pris ton coup de cœur, Mourad. C'est pas grave à écouter. Hein. Je lui offre. Ouais, tu lui offres. Ah, c'est bien. Alors, c'est la dernière chanson d'un grand chanteur égyptien qui s'appelle Hakim. On appelait ça la Gil musique, c'est-à-dire la musique à l'époque, il y a 10-15 ans, de la nouvelle génération. Et vous allez voir, alors, certains vont pas aimer, hein, mais en fait, il chante le Ramadan Karim, mais dans un temps festif de joie, mais vraiment de la joie. Voir le clip d'ailleurs sur YouTube, c'est quelque chose d'extraordinaire, avec une sonorité moderne et avec un déplacement des foules. Et quand on voit le clip, j'ai pour habitude de dire, il y a des choses qui te réconcilient avec la religion, parce que certains t'offrent la religion dans sa simplicité et dans son amour tranquille l'un de l'autre. C'est le vivre ensemble à travers ce clip et cette chanson qu'on va écouter ensemble. Morad, merci beaucoup Tarek, et bon voyage au Maroc alors. Hein. Merci Christophe. Oui, avec le président Macron. Donc vendredi, vous allez nous raconter ça. Inch'Allah. Je vais sauter juste avant la musique, si tu me le permets, c'est bonne fin de Ramadan, pour ce soir, ça Solcom à tous les auditeurs. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan.